Bonjour à tous, bienvenue sur un épisode des previews du Foot US Media et aujourd'hui un gros client puisque on va s'intéresser aux Bills de Buffalo. Alors avec moi pour parler de cette saison à venir des Bills, d'abord peut-être l'expert de la franchise en France, Bills France, Pierre qui est avec moi. Pour venir débattre de cette saison à venir. Pierre, comment ça va? Salut Elvin, bonjour à tous, ça va très bien, et toi? Ouais, bah impeccable. Moi, j'adore parler voilà, la dernière fois, on parlait des Broncos, j'avais dit nos meilleurs ennemis, même si on regarde sur la longueur, c'est quand même avec Buffalo qu'on a eu les plus belles passes d'armes, je trouve. Donc, hâte de parler de ta franchise. Et puis, je ne serai pas seul parce qu'il y aura quelqu'un qui sera là pour venir mettre un peu de sable dans l'engrenage de la machine Buffalo. C'est Nat. Nat, comment ça va? Salut Alvin, salut Pierre. Je me devais d'être là pour parler du gros rival des Patriots, les Bills. Très content de faire cette émission et puis j'ai essayé de pas être trop méchant, mais j'ai quand même quelques interrogations sur l'intersaison des Bills. Ah, déjà, ça commence à lancer un peu de doute dans cette saison à venir. Écoute, on a choisi d'appeler cet épisode à la conquête du titre parce que si c'est pas le titre, ce sera une déception pour les Bills. Non, Pierre, qu'est-ce que t'en dis? Dans ce cas, tu as 31 équipes qui ont des déceptions chaque année. Faut être raisonnable là-dessus. Demande à Nat l'année dernière, est-ce que sa saison était une déception malgré la défaite au Super Bowl? Je ne pense pas. Donc effectivement, ça sera une petite déception, c'est sûr, si on ne va pas jusqu'au titre. Mais il y a d'autres Et candidats. vous êtes prétendant. On est prétendant, ça, il faut être honnête là-dessus. Quand bien même, on n'a pas remporté la division l'année dernière, et je pense qu'on va refaire un petit retour sur 2025 pour démarrer. Mais donc forcément, on est peut-être. Est-ce qu'on est outsider dans cette division l'année prochaine? À voir, on pourra en parler. Je sais pas ce que Nat pense là-dessus d'ailleurs. Garde-nous peut-être ta réponse après tout le débrief de cette off-season, parce que j'aimerais bien savoir si vous voyez comme les favoris les Pats vis-à-vis des Bills. Mais je sais pas, je propose qu'on revienne, pour commencer, sur le bilan de la saison passée. Ce qui vous a plu, vous, ce qui vous a un petit peu déçu, peut-être ce que vous avez trouvé les moments importants de la saison, et puis à l'arrivée, les résultats. Est-ce qu'il y a, voilà, dans cet ordre-là ou dans l'ordre que vous voulez, est-ce que vous, Nat, est-ce que tu veux commencer, toi, par un truc qui t'a plu, peut-être, avant de partir sur peut-être les interrogations, mais sur le bilan 2025? Oui, je peux commencer par James Cook. Je pense que ça a été pour moi. On savait déjà que c'était un très bon running back dans cette ligue, mais là, il s'est vraiment affirmé comme top 5 à son poste, leader en rushing yard sur la dernière saison. Et quand il est sur le terrain, il fait vraiment la différence. C'est un joueur très, très, très explosif, très intéressant. Moi, j'adore ce joueur. Donc, pour moi, c'est une très, très belle surprise. Josh Allen, ça reste pour le moment, c'est vraiment pour moi le top QB de cette ligue et il le prouve. Même si derrière il n'est pas non plus hyper bien accompagné, je trouve, avec le supporting cast qu'il a. Évidemment, il a des bons tight ends, il a un bon jeu de course, mais je pense qu'il pourrait avoir plus d'armes. Mais malgré ça, il réussit quand même à être un super super bon joueur. Et moi, j'aimerais bien aussi souligner un autre joueur, peut-être qu'on parle beaucoup moins, mais c'est Jackson Hall, c'est le tight end rookie que vous avez drafté l'année dernière, qui je pense a fait de très très belles choses pour le jeu de course en fait, justement quand on parlait de James Cook qui a fait une très belle saison. Et c'est aussi grâce à Jackson Hall qui est une sorte de
de sixième lineman sur le terrain. Et on n'en parle pas, pas assez et pas beaucoup, je trouve. Mais je trouve que ça a été vraiment une belle, un beau choix de draft. Ouais, c'est vrai qu'en règle générale, on parle pas beaucoup des tight end blockers. Donc toi, ouais, c'est ta satisfaction. Alors peut-être que ça va se recroiser un peu quand on parlera des forces et des faiblesses de l'équipe, mais ta satisfaction, toi, ça a été un jeu de course efficace et notamment grâce, peut-être à cette ligne offensive-là, mais aussi à ce bon pic de tight end blocker. Tu valides? Tu as les mêmes satisfactions, Pierre, sur cette saison passée? C'est pas mes satisfactions primaires, enfin en tout cas pas Jackson Hose, mais effectivement le jeu de course et tout, mais c'est que des choses vraies que Nat a pu dire là-dessus, donc je peux pas aller contre ça clairement. Comment c'était une saison particulière l'année dernière, comment du coup on finit en 12-5. On commence très bien avec ce match incroyable contre les Ravens qui termine en 41-40 avec Keon Coleman qui fait le meilleur match de sa carrière là-dessus. Et il y a tout le monde qui commençait à s'enflammer. Moi, je me rappelle, j'étais déjà genre, non, tout doux, tout doux, tout doux, calmez-vous. C'est juste un match. Et bon, le temps m'aura donné raison là-dessus, même si on ne perd pas du tout espoir en lui. Comme on en verra et on en parlera pour la preview de la saison suivante, pardon. Mais derrière, il y a eu quelques matchs vraiment, vraiment catastrophiques avec la défaite chez les Falcons, la défaite chez les Dolphins en week 10. Mais malgré ça, et une défaite contre les Texans, où on se fait martyriser par leur D-line, ou qui ne se fait pas fait martyriser par la défense des Texans l'année dernière, c'était quand même récurrent. Mais derrière, on a enchaîné quand même plusieurs belles victoires sur les Steelers, les Bengals, les Pats, les Browns. Bon, j'ai dit les Browns comme si c'était une belle victoire. Pour arriver aux playoffs et remporter quasiment un des plus beaux matchs des playoffs aussi, avec ce match entre les Jags et les Bills, avec cette première victoire à l'extérieur, depuis 2018, le retour dans 2017, du coup, les playoffs 2017, le retour en playoff. McDermott n'avait jamais gagné à l'extérieur, c'était que des victoires à domicile et des défaites à l'extérieur. Donc là, c'est la première. Bon, malheureusement, on n'a pas pu faire 2 victoires à l'extérieur de suite avec une défaite contre les Broncos en divisional derrière, mais un match encore assez dingue. Et bon, on ne parlera pas des faits de jeu sur ce match, quand bien même ils ont largement mérité leur victoire aussi là-dessus. Mais donc, une saison satisfaisante, très juste, à peine satisfaisante, en fait, du coup, avec des bons côtés, avec Josh qui arrive à produire encore une fois, malgré, comme Nat a pu le dire, un supporting cast assez difficile. On espère toujours, et ça va être la discussion aussi de l'intersaison autour de Dalton Kincaid, qui malheureusement a été beaucoup trop absent, devrait être en fait ce duo avec Shakir qu'on espérait, mais son absence à de trop nombreuses reprises fait que il y a eu Shakir qui était un peu seul avec des choix de jeu assez limités et comment une vision, on le savait bien, de McDermott là-dessus, qui est vraiment on ne perd pas la balle, on joue simple, on joue au sol, on limite les risques de perte de balle. Et ce qui a réduit aussi du coup le jeu à la passe de Buffalo avec Josh qui termine à 3600 yards seulement, ce qui est son plus faible son plus faible nombre de yards à la passe depuis sa saison rookie. Donc il y a quand même ce côté. Bon, c'est aussi à mettre en facteur de la O-line qui fonctionne bien, qui s'est bien trouvé avec Aaron Cromer qui était notre coach O-line qui était incroyable. James Cook qui, après la signature de son contrat l'été dernier, il y a eu une hausse de son nombre de carries, de portée là-dessus. Pas qu'on n'y croyait pas, mais on pensait que ça resterait à peu près sur le même split avec Ray Davis qui rentre un petit peu, avec Ty Johnson qui était un peu le super sub en third down il y a 2 ans. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à chaque fois que Ty Johnson était sur un des meilleurs running backs, si ce n'est le meilleur running back en 3e down. Vraiment, c'est ça, il y avait toujours les cas improbables de Ty Johnson sur third down qui te sort de je ne sais quel miracle, même s'il a fait partie d'une des nombreuses hook and ladder que les Bills ont pu jouer en 4e et plus de 10 yards, et on en a converti 3 comme ça, enfin 2 en saison régulière et 1 en playoff, et dont il en a converti 1, donc il est toujours dans le coin. Mais effectivement, James Cook a eu beaucoup plus de portée et il a vraiment dominé et a rentabilisé son contrat. C'était un peu la question de l'été dernier sur combien on paye James Cook, vu que tout le monde, beaucoup de monde voulait le payer, mais personne ne voulait trop le payer. C'est toujours le problème des running backs. Et aujourd'hui, on se dit qu'on l'a même sous-payé. T'as vu le contrat qui est sorti de Bijan Robinson, 25 millions, je crois. Quand tu vois que James Cook, il me semble, l'année dernière, il a le record des yards de tous les running backs, donc tout yards confondu, quoi. Donc Jonathan Taylor a re-signé ce matin aussi. Il y a Gibbs qui va re-signer aussi.
C'est pas impossible que l'été prochain, ça doive discuter en mode bon, allez, rajoute quelques millions sur le contrat. On n'arrivera pas à 20 non plus, mais je crois que là, il est à 12-13. On va sûrement le passer à 15-16 l'été prochain, quoi. Oui, bah, ce serait bien normal quand même, ouais. C'est ça. Moi, j'ai la même satisfaction que vous, c'est-à-dire, bon, bah, malgré tout, malgré l'absence peut-être de cibles, on va dire, prouvées, qui ont prouvé dans le passé vraiment de vétérans solides, de cibles numéro 1 à la réception, bah, on voit encore que c'était une attaque qui carburait, quoi, grâce notamment aux tranchées, comme tu l'as dit, les linemen ont fait le boulot, mais pas que. Je pense des schémas offensifs qui ont bien fonctionné, et puis un Josh Allen toujours stratosphérique, de toute façon. Moment marquant, bah, tu l'as un peu mentionné sans le mentionner, mais finalement, cette fin de saison un peu en demi-teinte sur une action que tu te dis ça peut passer, il y a catch, il n'y a pas catch. J'imagine que tu ressors de là, tu la gardes quand même pendant quelques semaines, cette fin de match-là. Et puis après, la déception, bah, y a une déception dont on est obligé de parler un peu, mais c'était votre ennemi qui était toujours là pour gâcher la fête, qui là pour le coup n'est plus là, qui fait une non-saison. Tu te dis le chemin est tout tracé. Quand tu regardes ton chemin de playoff, tu te dis tout tracé, j'exagère un peu, mais vous étiez favori, quoi. Toutes les équipes qui étaient en playoff l'ont mérité. Et vous, si vous étiez en playoff, les Chiefs, c'est parce que vous ne l'aviez pas mérité aussi, tu vois. Donc, ouais. Mais tu te dis, est-ce que le chemin du coup est plus facile ou pas? Je sais pas. Nat, toi. Les bonnes équipes de la saison étaient en play-off. Donc forcément, en play-off, c'est difficile et tout peut arriver. Effectivement, il n'y a pas ce côté mental. Pardon de t'avoir interrompu là-dessus pour parler sur Nat, mais comment il n'y a pas ce côté mental avec les Chiefs où on gagne en saison régulière, on perd en play-off, le régulier de tout ça malheureusement. Mais ça restait des belles équipes, qu'on soit tombé contre les Broncos, contre les Pats, contre les Texans. Ça aurait été des matchs compliqués dans tous les cas. Ouais, non, c'est sûr. Et je sais pas, toi, si Nat, t'as eu un peu cette impression-là aussi de pas que vous, comment on appelle ça, quand tu ne mérites pas d'être de l'imposteur, voilà, de syndrome de l'imposteur, un peu quand tu vois les Pats arriver aussi loin, mais peut-être on les voyait pas arriver si loin si vite. Et du coup, est-ce que tu t'es dit c'est l'AFC des Bills, ou est-ce que tu t'es dit non, en fait, vu la saison régulière que les Pats ont fait, on va faire on mérite tous les deux d'aller au bout, ou est-ce que tu les voyais aussi favoris de l'AFC, les Bills? Vu le calendrier des Patriots, moi je voyais quand même les Bills au-dessus, dans le sens où les Bills ils ont prouvé en fait saison après saison. Allen il a prouvé saison après saison que c'était l'un des meilleurs QB. Et Drake May, on a senti sur la fin de saison qu'il y avait quand même qu'il avait atteint un peu son plafond. On a eu des blessures aussi défensivement. Donc, je pense qu'après, dans tous les cas, les playoffs, c'est une nouvelle saison qui s'ouvre. Et il y a des nouvelles, on va dire, il y a des nouvelles règles et puis des nouvelles tendances qui peuvent se faire. On peut pas comparer la saison régulière avec les playoffs, je trouve. Et après, sur les playoffs là de l'année dernière, il faut aussi voir les défenses monstrueuses qu'il y a eu dans l'AFC déjà, que ce soit les Chargers, les Texans, les Broncos. Et je sais pas si l'attaque des Bills a été vraiment, je trouve très 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 efficace, mais ils n'ont pas été aidés par la défense. On va, je pense, en parler. Mais la défense contre la course, par exemple, qui a été assez abominable durant toute la saison régulière, qui a réussi un tout petit peu à progresser en fin de saison, mais qui manquait quand même. Il y avait quand même certaines lacunes. Et je pense en comparaison avec d'autres défenses, par exemple celle des Texans, je ne sais pas s'ils auraient pu faire un long run en playoff à cause de leur défense. Où, en fait, Allen et son attaque étaient souvent sur le terrain parce que la défense réussissait pas à boucler, en fait, à faire les stops nécessaires. Donc, pour moi, je pense qu'il y a ce facteur-là qui est quand même à prendre en considération. Une défense qui n'a pas forcément aidé l'attaque, surtout durant la saison et peut-être au moment les plus cruciaux. C'est vrai qu'ils étaient obligés de marquer beaucoup de points quand même pour gagner les matchs. Avant qu'on passe qu'on tourne la page et qu'on passe à la saison à venir, Pierre, est-ce que tu as un dernier truc une dernière observation, une dernière chose que tu aimerais dire sur cette saison passée, ça c'est juste pour annoncer un peu la transition, qui s'est quand même terminée sur
un changement de coach, du coup. C'est ça. Le plus gros regret de la saison précédente, c'est la blessure de Ed Oliver, qui était sur après 3 matchs, il était à 4 sacs en 3 matchs, je crois, quelque chose comme ça. Il était sur une lancée et on le voyait être exceptionnel. Et malheureusement, blessure, et on l'a jamais revu de la saison. Il est revenu, mais il n'était pas encore à 100% en fin de saison pour les playoffs. Donc c'est vraiment le grand regret, et c'est comme on disait précédemment, une histoire commune de à chaque fois les top défenseurs de l'équipe sont blessés, comme pour les Bills, que ce soit Trey White dans le passé, Von Miller dans le passé, Milano dans le passé. Il y a ce côté horrible sur ces dernières années, et au final c'est la défense qui laisse tomber l'attaque, quand bien même l'attaque n'a pas forcément aidé la défense, et la défense a fait quelques miracles en jouant avec de briques et des braques et des joueurs qui mériteraient d'être en UFL. Parfois, avec des défenses magnifiques, alors que c'est des randoms qui joueraient même pas au flash de la Courneuve. Mais Du respect pour les flashs de la Courneuve. Mais je sais, c'est mes copains qui jouent là-bas, donc c'est pour ça que je me permets. Mais c'est ça. C'est le non, côté, mais c'est vrai, pas épargné par les blessures. Même Bernard, finalement, on parlait de la défense à la Courneuve. Non, tout à fait. Et du coup, c'est vrai qu'on arrive à l'intersaison, et du coup, il y a une décision qui est prise de limoger Sean McDermott, coach historique des Bills, qui a rompu la disette d'une vingtaine d'années sans playoff, des Bills, et le remplacer par Joe Brady après des rounds d'interview avec pas mal de monde, avec d'autres jeunes loups aussi intéressants, comme le jeune des Jags, j'ai perdu son nom, mais ça commence par un U, là, Udolski ou quelque chose comme ça. Greg Udolski, leur offensive coordinateur. C'est ça. Donc il y avait quelques autres jeunes loups intéressants comme ça qui ont été interviewés, mais au final, on a décidé de promouvoir notre jeune loup en interne, Joe Brady, qui, mine de rien, n'a que 36 ans. Hein. Il fait partie des très jeunes head coach de la ligue. Mike McDaniel, qui était le plus jeune l'année dernière, je crois qu'il a que 33, donc il a que 3 ans de plus. Hein. C'est pas la croix à la bannière là-dessus. Et c'est plutôt bien, du coup, d'amener du sang, enfin, pas du sang neuf, mais de rajeunir. J'imagine que tu le vois plutôt d'un bon oeil, toi, ce changement de coach. En fait, ça me paraissait difficile. Je les voyais pas limoger Sean McDermott, honnêtement. Mais dans le choix derrière à faire, c'est un espèce de continuité tout en mettant des changements, vu que Sean McDermott avait quand même la main sur pas mal de choses. Sean McDermott est arrivé avant Brandon Beane, il faut le rappeler. Il est arrivé quelques mois avant. C'est Sean McDermott qui était là pendant la draft, où on draft Milano, Dawkins et compagnie. Beane, c'était l'un ou l'autre. C'était l'un ou l'autre, et il y a des histoires un peu de politique là-dessus, avec Beane qui serait un peu plus à l'oreille de Pegula, l'owner. C'est un choix, et je pense que c'est plus simple aussi d'amener un grand changement en faisant un changement de head coach qu'un changement de GM, quand bien même le GM c'est plus profond, mais ça ne se verra pas tout de suite. Si tu changes de GM, il faut du temps pour que des choix en free agency ou à la draft fassent de vrais changements. Donc là-dessus, pour insuffler un nouveau souffle, et probablement libérer aussi Joe Brady et potentiellement Josh, le fait de mettre... parce que Joe Brady était un petit peu... pas limité, mais on lui disait un peu, voilà dans quel sens on veut que l'offense aille un peu, avec le jeu au sol, tout ça. Et donc là, je pense que... Ouais, c'est pas lui qui avait les rênes. Là, ça y est, ça va être sa vision du... C'est ça. On n'aura pas le LSU 2019 avec Jefferson, Chase et Burrow non plus, où ça lançait à tout va dans tous les sens. Quand bien même il y avait un bon jeu de course avec Clyde Edwards-Helaire qui était impressionnant là-bas, à la différence de chez les Chiefs. C'est pas faux. mais on aura sûrement un entre-deux avec une O-line qui fonctionne bien. Quand même, il y a des petits changements sur la O-line, et un James Cook qui est toujours là. Donc il y a du changement dans la continuité. C'est une phrase de Normand, ça, mais bon, c'est une phrase de politique. Alors, moi, je vous propose du coup de passer directement à cette intersaison. Qu'est-ce qui a été fait à l'off-season? Alors, on a parlé peut-être du plus gros départ, mais c'est pas le seul. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus des départs? Donc, on a noté le garde, un des gardes offensifs, David Edwards, mais Teron Johnson, votre cornerback slot corner, qui est parti, qui allait se faire payer. Donc, ça, tant mieux pour lui, j'ai envie de dire. Peut-être qu'il était un petit peu d'ailleurs je ne sais pas si c'est un déclin ou peut-être une saison un petit peu moins bonne que ce qu'on a vu il y a 2 ans.
mais pas de gros départ, à part ce head coach, pas de gros départ très marquant, mais tu vas nous en dire plus. En revanche, dans les arrivées, y a eu le gros trade de l'arrivée de DJ Moore que vous payez comme il est sur son contrat. Vous l'avez pas prolongé, je crois. Tout à fait. Il y a eu un petit changement, mais comment c'est pour avoir un peu plus de flexibilité, on a garanti un peu plus d'argent pour délier de la monnaie, mais bon, c'est des. Ouais, c'est ça. Mais en gros, il reste sur une même moyenne, quoi. Et apparemment, il fait un plutôt très bon training camp. La connexion avec Josh Allen marche apparemment plutôt bien. Vous avez signé donc le Connor D. Alford qui, si je me trompe pas, c'est un remplacement de Taron Johnson, c'est ça? C'est ça, même s'il y aura un changement de par le changement de schéma défensif. On passe d'une 43 à une 34, donc donc le départ de Taron Johnson, pour revenir dessus, départ qui fait mal, mais qui malheureusement, Taron Johnson a été si fort ces dernières années. On lui a demandé de faire tant de choses alors que c'est un slot corner, de défendre quasiment comme un linebacker. Il a donné son corps à la science là-dessus et on voyait une petite décroissance de son niveau, effectivement. Avec le fait de passer en 34 aussi, où le poste de slot corner sera encore un peu moins sur le terrain. Donc on la trade, on allait le cut, on la trade pour un swap de pick. Donc malheureusement pour lui, ça restera une personne auquel on pensera beaucoup. Et D. Alford qui sera sur le terrain, qui a un profil un peu plus aérien que Taron Johnson, était un profil un peu plus terrestre, pour être bon plaqueur et tout. Là où D. Alford, faut pas qu'on s'attende à ce qu'il plaque aussi bien que Taron Johnson. Mais il reste dans la même zone de terrain, plutôt dans le slot, plutôt des petits formats aussi de corner, quoi. C'est ça, même s'il est capable de dépanner outside, ce qui est pas mal aussi au cas où, parce qu'on sait toujours que les blessures de corner, t'as jamais assez de corner, sinon tu te retrouves à devoir faire jouer Khair Elam en AFC Championship, on se rappelle d'il y a 2 ans. Khair Elam, champion chez les Chiefs, champion du training camp, puisqu'il blesse nos joueurs, mais bon, allez, on l'aime quand même. Il nous a fait plus de bien que de mal dans l'histoire, on va dire ça comme ça. Et dernière arrivée notable, on va dire, Bradley Chubb, le edge, defensive end. Moi, j'avoue que je ne sais pas trop, est-ce que ça va être defensive end en 3-4, est-ce qu'il va plutôt OLB, du coup ouais, c'est ça, les DN de 34, du coup, c'est OLB les DN de 43, c'est OLB. 43, c'est plutôt OLB, mais en particulier en ayant vieilli, en ayant peut-être perdu un petit peu d'explosivité, est-ce qu'il va tenir est-ce que ça, il peut assurer? Moi, je le voyais plutôt en DN de 4-3 qu'en OLB de 3-4, mais après, on va voir ça. Après, c'est une question de base defense. Et au final, ta base defense que tu joues en 43 ou en 34, au final, tu la joues un tiers du temps. Le reste du temps, tu joues de la nickel, tu joues même de la dime ou du heavy package si besoin, mais tu t'adaptes ton package de base, comme au final, tu joues qu'un tiers du temps. Donc, tu vas pouvoir tourner. En plus de ça, après, les fait pas trop jouer en dime non plus ou en nickel, parce que vous avez déjà du mal à trouver assez de defensive backs. Si tu en rajoutes encore sur le terrain, est-ce que ça va être votre force de rajouter plus de DBs? Mais ça, peut-être on en parlera un peu sur force et faiblesse. Tu nous diras ce que tu en penses. On en a signé quand même pas mal et tout, donc ça reste. On va voir ça. Ok, ça roule. Alors, Nat, toi, cette off-season, l'arrivée de DJ Moore, je pense que c'est le gros quand même, la grosse décision. Ouais, c'est un peu cher payé pour DJ Moore en second tour, mais je pense que c'était le prix à payer. Dans tous les cas, si tu veux avoir un receveur 1B. Après, j'avais regardé, il avait déjà une connexion avec Joe Brady. Je crois que c'était aussi chez les Carolina Panthers, où il avait une de ses meilleures saisons. Donc, j'aime bien déjà la continuité, ce genre de connexion. Ça sort pas de nulle part d'aller chercher ce joueur-là précisément. Donc, à voir. Moi, je déteste par contre le contrat de Bradley Chubb. J'ai l'impression qu'en fait Brandon Beane, il comprend pas. C'est-à-dire qu'il avait signé un énorme contrat pour Von Miller, qui était déjà un joueur vieillissant, qui a été un des pires contrats à la free agency. Même si le contrat. T'as pas le droit de dire ça. C'est irresponsable de dire ça et c'est stupide de dire ça. C'était un contrat qui n'était pas aussi énorme. Non, évidemment. Mais je parle pas juste des chiffres. Je parle pas juste des chiffres. C'est stupide. Je parle pas juste des chiffres. 120 millions. Je parle pas juste des chiffres. Je parle aussi de ce qu'il apporte sur le terrain où il n'a pas vraiment rien. Il n'a pas
apporté énormément. Et après, Joey Bosa. Je suis obligé de te stopper. Encore une fois, je suis obligé de te stopper. Avant sa blessure, parce que malheureusement, c'est une blessure qui le stoppe là-dessus. Avant sa blessure, c'est lui qui nous fait gagner le match tout seul, à Kansas City en saison régulière. Il est là, il est à plusieurs sacs. Il est à plusieurs sacs. Et malheureusement, c'est une blessure. Et les blessures, ça peut arriver. T'as ta grosse signature et se blesse et se fait un effet des croisés. Bah, effectivement, t'as l'air con. Ah ouais, disons qu'on va dire que c'est sur ces postes-là d'être rusher, oui, mais c'est pourquoi un vieillissement pourquoi aller chercher qu'on peut peut-être prédire. Imaginons qu'ils ont le cas de Von Miller, tu dis ils pouvaient pas prédire, c'est sûr. Mais pourquoi aller chercher un profil comme Joey Bosa en 2025 qui est aussi injury prone. Il a pas pris un gros contrat, mais il a quasiment pas joué non plus pour vous. Et là, tu vas chercher Bradley Chubb qui en 2024 n'a absolument pas joué. Encore une fois, c'est faux. Il a joué toute la saison. Il a manqué 2 matchs. Oui, mais il était dans une rotation. Il n'a pas eu un impact. Il était dans une rotation. Il y a 10 millions, comment logique que tu sois pas à 12 sacs, tu vois. Mais il jouait pas proche de la totalité. En tout cas, c'est là aussi la manière dont vous voyez votre défense. C'est-à-dire que pour le coup, les defensive ends ou peut-être même en général les linemen défensifs ne jouent pas. Il n'y a pas de joueurs qui jouent la totalité ou la majorité des snaps défensifs. Même Greg Rousseau, qui pour le coup, il a augmenté petit à petit ses snaps. On l'a pas vu jouer la totalité des snaps défensifs. Peut-être qu'un joueur comme Joey Bosa, avec le nom, avec le 10-12 millions, ça peut être le prix d'un, pas d'un defensive end 2, ou alors defensive end 2 plutôt de niveau moyen-bas, ou alors d'un defensive end 3, mais duquel on pourrait attendre plus que ce qu'il a apporté. Je pense que ce que Nat veut dire, c'est que peut-être que pour une impression de reproduire les mêmes erreurs, on va dire Von Miller, oui, c'était pas un contrat de 6 ans, mais c'était quand même un contrat de 3 ans où au final il a fait une bonne année, on va dire. Est-ce que c'est lié à la blessure ou au vieillissement? Est-ce que la blessure est liée au vieillissement? Mais c'est plutôt est-ce que c'est encore une autre peut-être un autre pari de se dire on va re-signer un vétéran sur un poste où il y a un besoin au risque que ça refasse comme les 2 autres avant. Je pense que c'est ça que tu voulais dire un peu, Nat. Oui, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, tu regardes Jadavion Clowney, les contrats qu'il prend là depuis, il prend des petits contrats de 1 an, il produit plus qu'un Bradley Chubb pour le prix qu'il prend. C'est ce que je veux dire. C'est plus dans ce sens-là. C'est par rapport en fait à pourquoi. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres équipes qui se soient battues pour signer Bradley Chubb et lui donner autant, même si c'est pas non plus un contrat faramineux, mais lui donner autant pour un joueur qui... Peut-être Pierre, tu sais combien il est sur un contrat de combien en gros en moyenne? 3 ans. Ouais, c'est ça. Pardon. Et 45 sur 3, et donc en final il va faire 2 ans et ensuite ça sera une team option quoi globalement. Ok, donc on est entre 15 et 20 millions de l'année, c'est ça? 15 tout pile. Ouais, non, je sais pas s'il y a au niveau des garanties sur les 2 premiers. Il doit avoir 32 de garantie, quelque chose comme ça, 32-33. Ok. Donc, toi, pour le coup, Pierre, cette signature de Bradley Chubb, toi, ça t'a plu quand tu as vu le nom arriver? C'est pas. Non. Ça m'a pas plu non plus, mais c'est une signature totalement raisonnable en fonction de ce qu'il y a sur le marché, des salaires qu'on peut donner. C'est un des tout meilleurs choix qu'on peut faire. Comme à l'époque, comme on a pu signer Joey Bosa. Au final, c'est le même tarot. Comment tu parlais de Jadavion Clowney, il fait sur les 4 dernières saisons, il fait 8, 6, 10, 2. Comment Joey Bosa, il fait 5, 7, 5, 7, quelque chose comme ça. Donc, c'est les mêmes tarots, à peu près la même chose. C'est juste que tu as un des deux qui signe plus tôt et donc, du coup, tu t'attends à plus. Là-dessus, Bradley Chubb, pareil, on se dit certains peuvent penser qu'il est cuit. Aujourd'hui, il s'est fait un ACL en 2024. En 2025, il était revenu et il a fait 8 sacs en jouant à peine 60% des snaps. Comment on sait qu'après un ACL, ok, tu es capable de rejouer maintenant avec les progrès de la médecine après 8 mois, mais tu reviens à plein niveau qu'après 18 mois à peu près. Et aujourd'hui, donc c'est comme ça qu'il revient, c'est à ce moment-là qu'il signe chez nous. Me dis pas ça, j'aime pas trop entendre ça. Revenir avec 18 mois, on n'a pas le temps. Après, il peut jouer à la Tom Brady un peu et rester statique, mais effectivement sur la mobilité, ça sera un autre sujet. Bien sûr, ouais.
Ok. Mais, Non, bon, effectivement, il y a débat sur Bradley Chubb, et puis je pense que lui, il est un peu aussi sur une année où il a besoin de prouver qu'il fait partie des noms qu'on retiendra des dernières années quand même, parce qu'il a eu aussi ouais, il a joué pas dans des équipes qui performaient tout le temps et tout ça. Là, il est dans un contender, donc à lui de se montrer vraiment sur des créneaux télévisés où il y aura beaucoup d'audience, on va dire, quoi. bon, les Dolphins croyaient qu'ils étaient contenders, hein, mais Ouais, c'était les seuls. C'était les seuls à y croire. c'est ça. Mais Non, au final, on embrasse nos amis des Dolphins. T'as Room de Dienne, t'as Rousseau, t'as Chubb, t'as le rookie, on va parler de la draft plus tard, t'as TJ Parker, et t'as Michael Hoyt qui est revenu, comment l'année dernière, qui était une signature qui devait faire tourner en Dienne, qui a été suspendu 6 matchs, qui a joué 2 matchs incroyables, et qui se fait le tendon d'Achille. Encore une fois, tu fais fuck, hein, mais là, du coup, il est déjà revenu, il est au training camp, et du coup, on a nos deux duos de edge, Rousseau, Chubb, Parker, Hoyt. Tu rajoutes Mais pareil, hein, encore une fois, je peux me tromper, mais que ce soit Rousseau ou que ce soit Chubb, j'ai du mal à les voir en outside linebacker, moi. Mais après, comme tu dis, ce sera. On verra à quel point vous jouez avec cette formation. C'est un ancien safety de high school, hein. C'est quelqu'un qui est très mobile, en plus avec sa taille et tout. On l'a déjà vu être capable, même sur les matchs précédents, effectivement, c'est pas ça qui fait le plus, mais être capable de step down et de prendre le flat sans problème. Et en plus, vu son 6'8 et son envergure, tu lances un peu trop dans cette direction, ça va taper dans ses bras, ça va pas être rigolo pour les. Ouais, on l'a connu, ça, effectivement. Je crois qu'il nous avait contré deux ou trois passes dans le même match. Je me souviens. Les gars, on a commencé à en parler un petit peu. Il y a juste une signature qui est pas là et qui est très importante. Effectivement, DJ Moore, très intéressant aussi. Mais c'est CJ Gardner-Johnson. Ouais, justement, ouais, tu as raison, parce qu'on va en parler vu que maintenant il y a les premières images du camp d'entraînement. Juste avant qu'on en parle, en un mot, Nat, DJ Moore, c'est un receveur 1. Il y a incontestablement. Je ne sais pas si c'est un receveur 1, mais ça reste le meilleur receveur dans leur wide receiver room. Ouais, mais alors ça veut rien dire. Chez nous, c'est Stanton le seul qui a 2 jambes, donc c'est pas receveur 1. Non, mais je pense qu'il pouvait faire mieux, mais c'est toujours comparé à la saison dernière et l'effectif qu'ils avaient et leur wide receiver room, c'est plus que correct. C'est plus que correct. Moore, il fait une moyenne saison, une saison plutôt moyenne la saison dernière, mais avant, 2024, 2023, 2024, il fait des très belles saisons, donc. Je me dis, il peut peut-être revenir à un niveau. Et puis, il a 29 ans, donc il est encore jeune. Non, il est encore jeune. Il était en compétition dans son équipe précédemment. Là, les premiers la baisse des stats, elle est surtout liée à la montée en compétences des collègues à côté de lui, que ce soit Loveland, que ce soit Odunze, que ce soit Luther Burden, plus que c'est un déclin dans ses capacités physiques qu'on voit qui est toujours là. Je ne dis pas que ce sera la même à la fin de son contrat, ça c'est un peu la crainte au niveau de ça, qu'un contrat de 4 ans. Mais en tout cas, sur les 2 prochaines saisons, j'ai aucun problème sur le fait qu'il soit là. Et pour revenir sur le prix, non, que soit le receveur 1, sur le prix du TDD2, ça reste un late TDD2. Quand on voit les autres trucs, les autres trades et les autres receveurs, il y avait AJ Brown, mais AJ Brown, ça a coûté un first aux Pats. Donc c'est un 2028 et pas un 2027 ni un 2026, mais ça reste un first quand même. Surtout dans le futur. Le reste, t'as quoi? T'as Pittman qui a été trade pour pas grand-chose, qui peut être intéressant, mais Pittman, avec ses problèmes de dos, là, c'est pas dit qu'il va continuer non plus très longtemps en NFL. Donc au final, qui est moins complémentaire aussi avec la qualité que vous avez déjà. Pittman, c'est quand même un grand receveur, une red zone target. C'est un big slot, c'est pas vraiment. Ouais, c'est ça, ouais. Les gars, je vous propose, parce que on y est là, je vous propose juste de dire un mot sur la draft. Pierre, juste dis-nous rapidement ce qui t'a plu, peut-être ce qui t'a pas plu, rapidement, et Nat après aussi, parce qu'on a 2-3 choses à dire sur les forces et faiblesses dont on a commencé à parler. Je t'ai coupé juste avant qu'on passe sur la draft, mais CJ Gardner-Johnson, bien sûr, il rapporte de l'expérience au poste de safety. Il rapporte son caractère à lui, qu'on connaît. C'est un joueur qui passe de franchise en franchise et pourtant qui ne manque pas de talent. Donc, est-ce que c'est une tête de con? Sûrement. Maintenant, c'est la NFL. La ligue est pleine de têtes de con. Il y a des têtes de con qui réussissent à rester.
tellement ils sont forts. Lui, parfois, on le voit très très bon sur des matchs et pourtant les équipes ne veulent pas le garder. Toi, Pierre, t'as pas peur de ce tempérament? De toute manière, il faut, hein, t'as des postes comme ça. Généralement, c'est surtout les receveurs où il faut des cons qui se sentent pas pisser, qui est un melon plus gros que machin, parce que bah, faut être compétiteur, faut avoir la volonté de marcher sur l'adversaire, de le dominer, et au final, donc avoir cette mentalité-là, c'est jamais problématique. Sur le vivre ensemble, ça, bah, on va voir, hein. Mais pour l'instant, ça a l'air très, très positif de ce qu'on peut voir, que ce soit sur les training camps, les OTA et compagnie. Donc moi, je suis un peu très les content. les mêmes craintes, on va dire, que un AJ Brown peut-être dans une moindre mesure, parce que AJ Brown ne se faisait pas Oui, virer autant, totalement. mais Non, effectivement, c'est la même, ou même qu'un Diggs. qui peuvent apporter sur un ou qu'un Diggs, ouais, ce qui peuvent voilà insuffler de négatif dans l'ambiance d'un vestiaire, ça on peut pas trop prédire. Toi, Nat, t'as trouvé plutôt bonne cette signature de CJ Gardner-Johnson? Bah, évidemment, oui, ça reste un super bon joueur. Il peut jouer Cécile, il peut aussi jouer nickel, donc il a cette flexibilité-là. Et puis en fait, oui, c'est ça, il faut voir ce qu'ils avaient l'année dernière. Et je pense que c'est un upgrade, c'est clairement un upgrade. Avec ce qu'ils ont fait avec la draft, on va voir ça après. Mais je trouve que leur secondary, elle commence à avoir de la gueule. Ils ont aussi signé Geno Stones, qui est voilà, qui va être, qui n'aura plus son rôle de starter. Il était starter chez les Bengals, donc là, il passe en troisième option. Donc avoir un duo Cole Bishop avec CJ Gardner-Johnson, pour moi, c'est pas mal du tout. C'est ça, en 3 voire 4, l'ami Gino Stone, c'est même pas sûr qu'il fasse les 53. Ça va être, va falloir qu'il se montre. Qui s'y file, ouais. Et ben alors du coup, est-ce que avec ce nouveau système défensif, est-ce que avec ce nouveau trade, est-ce que vous avez réussi à compléter votre effectif via la draft? T'en as pensé quoi de la draft de ton équipe, Pierre? Juste en règle générale, comme ça, soir après soir. Maintenant, on est hypé, mais est-ce que soir après soir, tu t'es dit trop bien, trop bien, trop bien, ou est-ce que des fois tu t'es dit moyen? J'ai la chance de ne pas avoir pu voir quasiment la draft en live. J'étais en vacances en famille, à l'étranger sur ce week-end-là. C'était le seul week-end disponible, donc je l'ai suivi vraiment de très très loin. Donc j'ai pas eu le temps vraiment de me faire un avis à ce moment-là. J'ai été surpris. Faut être honnête là-dessus. Sur les différents tradebacks, avec des choix que j'aurais peut-être préféré, mais qui, en fait, faut jamais les voir comme un choix unique. Il faut voir l'entièreté de la draft et l'ensemble, comment ça s'aligne dans un effectif. Comment c'est des bons joueurs qui ont été draftés. Un TJ Parker, c'est un très bon joueur. David Igbenogson, c'est un très bon joueur. On a un trio, Skyler Bell, Caleb Ellarms-Or, Jalen Kilgore en Day 3, où c'est que des super picks qui vont finir par fournir et participer à l'équipe. Donc, je suis content de la draft au général. Ok, pardon, mon micro a été coupé. Donc ouais, TJ Parker, ça a été le gros nom. Trade back pour finalement prendre TJ Parker, l'autre de Clemson. Je veux dire, on a eu Peter Wood, vous prenez TJ Parker. C'était un peu les deux joueurs de cette ligne défensive de Clemson qui étaient annoncés autour du premier tour. Le cornerback Igbenogson, effectivement, dont on avait un peu parlé. Le tackle Jude Bowery, qui est peut-être un peu un reach, ou peut-être qu'il sort un peu tôt. Mais ça, après t'as une grosse chute de niveau des tackles derrière, donc c'est. Enfin, après, chacun il voit comme il veut, mais là, c'était ça fait partie de naviguer la draft, comment le board tombe. Skyler Bell, qui pour le coup, moi je pense que c'est peut-être mon pick préféré, parce que j'aimais bien ce joueur, Skyler Bell de Yukon, je crois. Oui, tout à fait. Qui, je pense, va d'ailleurs, on parlera un peu des forces et faiblesses, mais qui, je pense, est dans des battles de position pour obtenir peut-être le rôle de receveur 3. C'est possible, en tout cas 3-4, on va dire. 4 plutôt, ouais. 4, ok, d'accord. Et puis ouais, voilà, comme beaucoup de pics sur cette draft-là, beaucoup de pics de 3e jour, par contre. Donc, pic de 3e jour, c'est un peu voilà, on ne sait pas trop, coup d'épée dans l'eau, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Toi, Nat, tu l'as bien aimé la draft des Bills? Ah ouais, t'as quelques réserves?
Pas vraiment. Non, moi j'ai bien aimé. Moi j'ai bien aimé cette draft. J'adore. C'est le linebacker que vous avez pris, Caleb Lamhorst. C'est un très très bon choix. Et je Ouais. pense même, au vu de ce que j'ai pu lire sur les retours de training camp, qu'il peut potentiellement aller chercher cette place de linebacker numéro 2 à côté de Terrell Bernard. Je pense que ça peut être un upgrade sur Dorian Williams. À voir. J'aime bien aussi le choix de David Egbenson, le corner d'Ohio State, qui joue de manière très violente, qui a peut-être tendance des fois à avoir quelques pénalités parce il va faire des holdings. Mais s'il joue technique et s'il fait confiance à son aspect athlétique, il peut être un très très bon cornerback 2. À voir parce que vous avez aussi Max Willerson que vous avez drafté l'année dernière, mais qui a eu des soucis de blessure. Donc même en rotation, je trouve que c'est un joueur hyper intéressant. En fait, ce que j'ai bien aimé dans cette draft-là, c'est que vous avez pris des joueurs qui peuvent facilement, je pense, aussi, ils font un bon training camp et qui se développent bien, jouer rapidement dès leur première année. Quand on regarde surtout la défense, je trouve que la défense, moi, on va voir ça après sur les forces et les faiblesses. Je trouve que la défense, c'est là où il y a le plus de faiblesses, Et bah, tu sais globalement, quoi, Nat? comparé à l'attaque. Oui. On fait la transition toute Allons-y. trouvée. On passe aux forces et faiblesses si ça vous va pour avancer. Les Ah, forces, on en a un petit peu parlé. Forcément, on l'a pas assez mentionné parce qu'en fait, Josh Allen, quand même, les gars, on parle potentiellement du meilleur. Allez, meilleur cornerback au moins de saison régulière, je pense. Ça, c'est des dernières années. Donc, quarterback, pardon, de saison régulière, je pense. Donc, Josh Allen, c'est sûr, c'est votre plus grosse force. Faut quand même qu'on le répète. C'est un ovni. Que ce soit son bras, son jeu de course, sa solidité, sa vision du jeu, son leadership. Voilà, c'est la franchise. Maintenant, James Cook, on en a parlé aussi. Il a encore pris un niveau après avoir signé son contrat. Généralement, c'est l'inverse. On joue le mieux la dernière année avant son contrat, on signe et après, c'est tranquillo. Là, pas du tout. James Cook a quand même pris un niveau. Ce qui m'amène quand même à dire, je trouvais que. Alors, je ne sais pas si c'est la franchise, les fans des Bills ou juste Dawkins, mais j'ai encore entendu Dawkins en interview dire heureusement qu'on a DJ Moore parce que comme ça, ce ne sera pas que Josh Allen qui portera l'attaque. J'ai dit, hey, t'as quand même ton running back qui vient de gagner le record de yards, donc du respect pour James Cook, s'il vous plaît. Tu te fais avoir par les morceaux d'interview coupés, Elton. Sûrement. Écoute, tu sais très bien que s'il y a quelque chose qui est un peu négatif sur les Bills, je plonge dedans. C'est de bonne guerre. Oui. Du coup, non, mais voilà, pour les forces, à part ça et la ligne offensive qui est. Alors, peut-être leur nouveau garde gauche qui sera en. Peut-être Alec Henderson, je ne sais pas. Mais est-ce que à part ça, vous avez d'autres forces dont vous aimeriez parler, Pierre? Je trouve qu'on a la room de tight end la plus forte de NFL. Je sais, ça peut être une autre take comme ça, mais le niveau moyen et la complémentarité de Kincaid, Knox et Oz, au final, regarde un peu les autres rooms de tight end. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Effectivement, il faut Ouais, qu'il soit en forme. Si Kincaid est là, parce que sinon, en fait, le problème, c'est qu'ils sont complémentaires pour choisir le menu à l'hôpital, sinon, parce que là, Kincaid, on l'a quand même pas vu beaucoup. Comme tu disais au début, ça a vachement freiné son développement. Les trois ensemble, ouais, t'as un tight end blocker, t'as un vétéran qui est là pour te décoincer les situations et qui peut, quand il le faut, prendre le rôle de tight end 1, et Kincaid qui devrait devenir, c'est ce qu'on espère, c'est-à-dire un super tight end de réception. Mais le problème, c'est que tu les as rarement les trois en même temps, quand même. C'est ça, comment la saison dernière, comment Kincaid il start que 4 games, mais il en joue 12 quand même. Bon, en soi, ça veut dire qu'il en a vraiment joué 9, quoi, parce qu'il y a un certain où il a joué un snap ou deux, quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est ça qui est dommage, c'est qu'il a des mains, il a un corps, il a tout pour réussir. Franchement, il y a rien qui manque. Knox, on l'a vu, ça fait plusieurs années, comment il est capable et de bloquer et d'être ce joueur de réception. Pour moi, il est moins fort qu'un Andrews des Ravens, tu vois, mais c'est sur ce même style Ouais, d'être mais capable de quand faire même les deux. sous-côté. Tu vois, je pense Ouais. que presque, tu vois, alors pas un niveau de Goddard, parce que des fois, Goddard te fait vraiment des matchs très très forts, mais sur certains matchs, il peut être autour de ça, c'est-à-dire d'un Ça, niveau d'un tight end 1 ouais, correct, totalement. quoi.
C'est ça, et Jackson Hose qu'on a pris pour être juste un bloqueur et aussi pour continuer la continuité des saisons précédentes où on jouait beaucoup avec Ciso Line, avec Alec Anderson qui est maintenant le futur left guard. On était l'équipe qui jouait avec le plus de Ciso Line. On a drafté Jackson Hose, donc du coup Alec Anderson est revenu un peu plus sur le banc et c'est Jackson Hose parce que lui, bon, effectivement, quand tu fais courir ce 6e O-line, préfère un tracé, c'est mieux de faire courir Jackson Hose qu'Alec Anderson, il y a un peu plus de main quand même. Et il a été capable de faire, on lui a pas appelé beaucoup, mais il finit quand même avec 3 TD et 13 first down pour un tight end 3 et des catchs importants. Ça pourra se diriger pour être un très bon tight end 2 dans le futur. Mais moi, j'aime beaucoup cette room de tight end. Et effectivement, Nat, tu vois une autre force ou dis-nous aussi si tu n'en vois pas aussi. Non, on enchaîne sur les faiblesses. Non, sur l'attaque, déjà, je vais rester sur l'attaque. Je suis assez d'accord avec vous. Non, mais je suis même complètement d'accord. Sur les tight ends, la O-line. Moi, j'ai bien aimé l'extension de contrat de Connor McGovern qui prend une extension de contrat comparée en fait aux autres centres, genre si on compare à Tyler Linderbaum, qui est en fait minime, alors que c'est un très bon joueur, qui est encore jeune. Après, c'est Linderbaum qui est hors sol aussi. Oui, mais je trouve que genre, c'est un très bon tarif qu'il prend et c'est un bon joueur qui a déjà une continuité du coup avec Josh Allen. Donc la O-line c'est un point fort. À voir aussi avec Alec Anderson. J'ai vu aussi que Jude Bowery, il avait des draftés qui pouvaient potentiellement aussi prendre quelques snaps en tant que guard en cross training. Donc à voir aussi. Donc je trouve que ça c'est intéressant. Après du coup moi si j'ai une interrogation en attaque ça sera il faut quand même que je le dise, ça va être la room de receveurs. À voir il y a DJ Moore, mais à voir comment il s'affirme des retours de training camp, ça a l'air de plutôt bien marcher. Le développement de Keon Coleman aussi, parce qu'il a été drafté haut, c'était quand même assez décevant ce qu'il a proposé jusqu'à maintenant. Donc, je crois on l'avait en déception des années de l'année précédente. Est-ce que c'est avec le niveau, les problèmes de maturité, mais effectivement, ça peut être une interrogation. Le talent, il est là. Le talent, il est là. Donc, à voir quand même. Le retour de blessure de Joshua Palmer, qui était pour moi, je trouve, un bon receveur numéro 3 chez les Chargers. Donc, est-ce qu'il peut t'amener aussi quelque chose dans la verticalité? Khalil Shakir, pour moi, ça reste, on n'en parle pas assez, mais ça reste un très, 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 très bon joueur. On lui en a trop demandé, mais en fait, c'est pas, il répondait quand même toujours présent, donc c'est un très bon joueur. Et puis l'ajout de Skyler Bell, qui était un très, très, très bon prospect. Mais à voir comment toute cette wide receiver room se porte et si ça gèle pour faire quelque chose de cohérent et de bon. Mais voilà, c'est l'interrogation que j'aurais, mais sinon le reste sur l'attaque ça va. J'imagine que sur les receveurs, Pierre, tu es assez haut sur Palmer parce que pour toi, tu m'as tout de suite dit que Skyler Bell ne serait pas dans la compétition pour être receveur 3. C'est ça, mais en fait, c'est parce que je compte Shakir en receveur 3 de par le côté slot, même si c'était lui quasiment qui était 1. Mais l'année dernière, Palmer, outre les blessures, lui a demandé d'être. Qui est 2 alors, du coup? Mais pour moi, je compte 1, 2, 3, X, Y, Z. Ok, d'accord. Ok, je vois ce que tu dis. Mais pas en termes de nombre de targets, parce qu'au final, en nombre de targets, ça va être Kincaid, Shakir, Moore, et les restes vont avoir des miettes. De toute manière, ça va être même peut-être Cook en scrim, je sais pas. Ouais, moi j'oublie, faut pas oublier Cook aussi en pass catching back en troisième tentative aussi. Je pense qu'il peut aussi par rapport à son contrat, il peut aussi amener un autre levier dans son répertoire de joueurs. Et parce que quand il était à Georgia, il était aussi connu pour ça principalement. Surtout pour ça. Donc moi je pense que c'est ce que j'attends aussi de lui de Cook sur cette année-là et de voir ce que Brady peut faire avec lui. Mais j'aimerais bien le voir plus impliqué sur le jeu de passe aussi. Ouais, si c'est le cas, là, il va aller chercher ses 20-25 millions peut-être dans 1 ou 2 ans aussi, on va savoir. Je rajoute une faiblesse, comme ça, Pierre, tu peux nous faire une réponse sur les faiblesses dont on a parlé. Moi, je passe du côté défensif, parce que pour moi, c'est vos linebackers. J'ai quelques, en tout cas, points d'interrogation sur vos linebackers. Terrell Bernard est très bon, mais il est quand même très sujet aux blessures. Donc du coup je sais pas si on peut vraiment compter sur lui pour être ton linebacker 1 avec le green dot, en tout cas
C'est ça. Non, mais celui qui va t'organiser la défense. Donc moi, j'ai des questions là-dessus. Et en dehors même des linebackers, vous avez quand même pas mal de joueurs qui ont des fragilités physiques. Tu as parlé de L. Oliver, Kincaid, on a parlé de Kincaid, Palmer, est-ce qu'il va revenir bien, même certains cornerbacks qui ont pu être blessés. Donc voilà, moi c'est là-dessus la faiblesse que je vois pour votre défense. Bah, après, comment les blessures comme ça, c'est difficile de les prévoir. Quand même, tu fais tout le préventif que tu peux sur bon, après, il y a les blessures traumatiques, ça, tu peux rien y faire, mais les blessures, c'est plutôt les blessures musculaires où là, tu te dis, fuck, c'est pas des blessures qui doivent arriver pour des professionnels, mais bon, ça peut toujours arriver. Entre la connaissance de son corps est toujours différente pour chacun là-dessus, sur à quel point tu pousses, à quel point tu fais un crochet, et tu as une élongation qui tord, et c'est des fois des trucs qui mettent 20 ans à se soigner, enfin 20 ans, 20 mois plutôt. Mais ouais, le côté blessure, là, il y avait eu un changement de l'office médical, tout ça. Il y a encore eu un changement là, à voir ce que ça va donner. Mais déjà, sur le training camp, on a que 4-5 blessés, et encore, il y a seulement CJ Gardner-Johnson qui a manqué un jour. Le reste, ils ont rien manqué, ou alors ils ont juste. Ouais, et vous avez échappé au pire avec CJ Gardner-Johnson, ce qu'on a vu se tenir le tendon d'Achille. Finalement, c'est plus de peur que de mal. Donc ça, il s'entraînait aujourd'hui. Il était sur le terrain, pour les team. Et toi, tu vois d'autres faiblesses criantes, plus que cette room de linebacker qui peut-être peut au cours de la saison vous lâcher un peu, ou toi la plus grosse faiblesse, si tu peux en choisir une, c'est. Et après, j'aurai la même question pour Nat. Mais en fait, c'est surtout le fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui doivent jouer à des rôles, à des nouveaux rôles, vu qu'il y a un changement de schéma aussi. Il y a eu des changements de composition physique avec un London Jackson à qui on a fait prendre quasiment 20 pounds. Dwayne Carter, le 3e round de l'année d'avant aussi, pareil, qui a pris 20 pounds pour jouer nose tackle. Comme on a Deontay Walker qui va jouer entre ce rôle de 4-eye et de nose tackle. Comme on a TJ Sanders aussi qui va faire sa 2e saison. Donc il y a des mecs qui reviennent de blessure, donc ça va être un peu tout ce côté-là, et toute la D-line et donc linebacker qui vont être sous couvert sous grosse observation. Et si tout va bien, ça peut très bien se passer. Si ça commence à péter à droite à gauche, ça va être compliqué. Et effectivement, comme Nat parlait de Caleb et Lance Orr, il y a même eu des entraînements là où c'était lui qui avait le green dot en tant que Mike, avec justement Terrell Bernard en Will pour jouer un peu différemment. Avec la première, l'équipe première. Ouais. Ok. Mais je trouve ça limite plus intéressant en termes de profil. Caleb Bernard, il est beaucoup plus massif qu'un Terrell Bernard, et Terrell Bernard est plus vif. Et donc du coup, le mettre en weak side linebacker, c'est limite plus logique en fait, je trouve. C'est ça. Mais en fait, après avoir en termes de responsabilité, c'est quand même beaucoup de demander à un rookie. Ça fait totalement sens. Et en fait, il avait surtout joué Mike comme en Terrell Bernard, de par la défense dans laquelle il jouait à Baylor, où t'avais beaucoup de double A gap. Donc en fait, il était beaucoup à blitzer vraiment depuis l'axe. En tant que linebacker, donc c'est plus rapide. C'est peut-être pour ça qu'il a pris beaucoup de coups aussi, que son physique a dû manger aussi pas mal, quoi. C'est ça. Après, ça reste un profil un peu light, un peu à la Milano, un peu comme beaucoup de joueurs comme ça qui sont des hybrides de safety linebacker et qui sont descendus de safety linebacker en prenant un peu de poids. Mais donc du coup, pour moi, tu as un trio Bernard, Williams, Caleb et Lance Orr. Et derrière, tu as des petits jeunes, tu as Joe Andreessen, Buffalo Joe, ancien UDFA qui vient de la fac de Buffalo. Un chouchou de la fanbase. C'est ça, qui sera jamais un top linebacker, mais qui peut être le linebacker qui dépanne pour un match comme ça, qui rentre et qui fait juste les quelques stops qu'il faut. Et je sais que j'oublie un dernier linebacker dont j'ai parlé dans le podcast hier avec Dimitri Flanagan. Non, lui, on vient de le cut aujourd'hui. Non, c'est qui? Non, désolé, t'as pas de chance. Non, on vient de signer Otis Reese de Forth, comme ancien des Tennessee Titans, que j'avais bien aimé là-bas, donc qui va venir pour le training camp là. Mais non, c'est Keonta Jenkins qui avait déjà fait la pré-saison avec nous l'année dernière, qui avait été intervenu à plusieurs reprises et qui est très intéressant, très bon en special team et tout. Parce qu'au final, ce rôle de linebacker 4-5, il faut être aussi là en special team, c'est très important, c'est là que tu vas jouer la majorité de tes snaps. Donc c'est très important, et du coup on va avoir une room de 5 qui est pas la plus c'est pas la plus belle de la ligue là, tu vois, là, contrairement à ce que je pouvais dire sur les tight ends, on est loin d'être la plus belle,
Mais donc tu valides, c'est aussi une interrogation. Est-ce que ce sera une faiblesse? Peut-être, mais en tout cas, c'est une interrogation. Quoi. Totalement. Et toi la plus grosse interrogation, parce que avant de donner la parole à Nat, c'est le poste de 4-eye, donc le strong side D-end. Qui est un rôle un peu bâtard, parce que c'est un DN qui est rapproché comparativement à sur une 43, parce que en 3 tech, on a Ed Oliver, on a TJ Sanders, all good. Là-dessus, j'ai pas de doute. On a même Zane Durant qu'on a récupéré. C'est typiquement ce genre de profil. J'ai pas de doute. C'est ce rôle de 4-eye où du coup on a fait Landon Jackson à qui on a fait prendre du gab. Apparemment, ça se passe très bien sur le training camp, c'est très intéressant. J'attends de voir, j'en serais très heureux. Mais c'est la grosse interrogation sur ce poste-là. Comment est-ce qu'on fait? Je pense que Dione Walker va y jouer aussi, mais du coup, qui est-ce qu'on fait jouer un obstacle à ce moment-là? On va sûrement faire jouer. C'est quand même la bonne surprise de Dione Walker, parce que c'était quand même votre point faible ces dernières années, c'était de trouver un vrai one-tech ou un vrai nose. Là, vous en avez un. Gardez-le où il faut, quoi, j'imagine. Après, je suis pas trop d'accord. Dione Walker, on se fait avoir par son physique massif en se disant ça sera un super obstacle, mais c'est un bon pass rusher pour ce qu'il fait à l'intérieur, mais contre la course la saison dernière, il n'a pas été si bon que ça. Après, je veux dire, c'est un joueur qui est jeune et qui nécessite d'être développé. Moi, si je veux juste rajouter quelque chose par rapport à la défense, je pense que c'est surtout dis-nous tout. Bah, non, en fait, c'est la même chose, en fait, globalement, mais je pense que c'est plus des interrogations. C'est des joueurs, il y a beaucoup de joueurs, en fait, où ils vont devoir prouver sur cette saison-là, leur poste et leur position et ce qu'ils doivent faire. Parce que le but des Bills, j'imagine, on va voir ça après, mais c'est d'aller le plus loin possible, pas durant la saison régulière, mais en playoff. Et, c'est une jeune défense qui a eu beaucoup de changements. Pour moi, Cole Bishop, qui a été relativement moyen en début de carrière, qui là a réussi à faire une fin de saison l'année dernière qui était vraiment vraiment pas mauvaise. Donc c'est un joueur qui m'intrigue sur c'est son année 3. Et en fait après c'est que ce soit sur la Dylan, Leland Baker et le reste de la secondary, il y a pas mal de joueurs qui vont devoir en fait s'affirmer et prouver qu'ils ont leur place. Pour faire une grosse défense. Et je pense que déjà il y a un mois en ajout, on en a absolument pas parlé, on a parlé de changement défensif, mais c'est l'ajout de Jim Donald, donc votre DC qui vient des Broncos, qui est une grosse signature. À voir comment le tout fonctionne, mais c'est plus des interrogations que un gros point noir en me disant là c'est problématique. Mais voilà, donc ça va être intriguant à suivre sur cette saison. Ouais, alors, est-ce qu'ils seront... raison, c'est un 3 tech dans le corps d'un 1 tech. Ok, bah tu vois, c'est intéressant d'avoir un fan des Patriots et un fan des Bills qu'on arrive à mettre d'accord. Les gars, bah justement, est-ce qu'ils vont aller loin, ces Bills? Moi, je vous présente le calendrier là. En première semaine, c'est les Texans. En deuxième semaine, c'est les Lions. En troisième semaine, c'est les Chargers. Vous enchaînez chez les Patriots de Nat. Après, sur le champion déjà déclaré, les Rams. Après, vous allez aux Raiders. Vous êtes en bye assez tôt, en semaine 7. Ça ne doit pas te ravir, Pierre, mais dis-toi que certains, c'est en semaine 5. Donc voilà, on n'est pas content. On n'est pas content, c'est comme ça. Mais voilà, on fera avec. Mais au moins, vous serez prêts pour jouer les Ravens après en semaine 8. Les Vikings en semaine 9, les Jets après. Donc là, vous avez une petite traversée du désert, mais dans le bon sens du terme, on va dire. Vous jouez, on va dire, 3 équipes qui sont quand même un petit peu plus faibles, en tout cas annoncées sur le papier, à voir ce que Kyler donne. Les Vikings, Jets, Dolphins. Allez, je vais pas rajouter les Chiefs dans les traversées du désert parce que j'espère qu'on va rebondir. Dans tous les cas, je pense que ça fera un match avec des émotions cette semaine 12. Vous, forcément, rejouez vos rivaux, les Patriots de division. En semaine 13, vous enchaînez sur les Packers, puis c'est les Bears, les Broncos en semaine 16, les Dolphins et les Jets. Donc une fin aussi de saison qui est plutôt tranquille, où vous pourrez même peut-être vous permettre de faire tourner quand vous aurez déjà la first seed. Je m'enflamme. Qu'est-ce que vous en dites de ce calendrier? Comment est-ce que vous voyez? Quels sont vos objectifs pour la saison? Où est-ce que vous voyez aller, Pierre? Tu t'enflammes pour le first seed, à part si le first seed se joue à 11-12 victoires. Comment? Mais non, pour moi on joue, là, on en parlait sur le podcast qu'on vient de ressortir, qu'on vient de relancer là, avec la fin de la off-season. On a fait justement le pronostic du calendrier et on se disait, généralement tu te dis, bah, est-ce que combien de temps va jouer Josh en week 18? Là, pour moi, il va jouer au moins la mi-temps.
parce que je pense qu'il faudra assurer la win en week 18. Moi, j'ai prévu un bilan de 12-5. 12-5, ok. Nat, juste ton bilan à toi. Moi, je pense qu'il y a un début de calendrier qui est très très compliqué. Ça peut vraiment se jouer à pile ou face. Après, par exemple, le match contre les Patriots, c'est chez vous, donc je pense qu'il va y avoir un split entre le match des Patriots. On va en gagner un et vous allez en gagner un. Mais le début du calendrier est compliqué. Après, vous pouvez vous rattraper. Euh, Ouais, moi je dirais ouais entre le plus bas je dirais 10 victoires, vous pouvez pas faire en dessous. Ouais, Et c'est je dirais ouais, je dirais ouais 12 victoires, 12 victoires, un truc comme ça, parce qu'il y a quand même des matchs assez compliqués même à la Ok. fin. Donc à Je voir. suis plus optimiste que vous. Moi, je mets plus sur un 13-4, moi, parce que je vois, je sais pas, je les coche automatiquement comme gagner les matchs déjà contre les Dolphins, parce que c'est vraiment une année où ils ont tout bazardé. Donc, déjà, il y a cela dans la poche. Les Jets, c'est les Jets. Les Patriots, je trouve qu'en saison régulière, vous avez été meilleurs qu'eux et assez nettement quand vous les avez affrontés, si je me souviens bien. Mais on a perdu pour autant. Ouais, non, mais je trouve que le niveau, en tout cas, de vos affrontements, je mettais les Bills au-dessus. Donc, moi, je les vois plutôt 13, ouais, plutôt sur un 13-4, mais c'est que mon avis. En fait, Donc, on a fait le truc là-dessus. On a mis une défaite quelque part entre la week 9 et la week 11, alors que c'est normalement 3 matchs prenables, parce qu'on sait qu'on a toujours une défaite début novembre sur un match qu'on doit gagner. Donc, on ne sait pas un peu exactement c'est crado. lequel, mais il y Ouais. en aura un dégueulasse là-dessus. Ok, bon, bah, ça, c'est bon. Classement de division, tiens, ça m'intéresse, les gars. Vous la voyez comment? Alors, on imagine Dolphins dernier, Jets, mais vous les voyez comment? Puisqu'on on a teasé en début d'épisode. Est-ce que les Bills sont favoris? Je ne sais pas ce que Vegas dit. Ou est-ce que c'est les Patriots qui sont favoris pour la division? Nat, lance-toi. Fais-nous un 1, 2, 3, 4 pour ta division. Ouais, des retours, c'est les Bills qui sont favoris, mais je comprends. Je peux comprendre favoris un tout petit peu, mais des fois je vois des choses qui sont un peu aberrantes, comme si les Bills, leur roster était nettement supérieur à celui des Patriots. Je pense pas tant Josh que Allen. ça. Josh Allen. Oui, C'est Josh Allen, oui, mais avoir aussi Drake May. Après, je mets pas Drake May au même niveau que Josh Allen, évidemment, mais je Non, pense mais que c'est juste peut-être que qu'il va si y tu avoir dois parier, tu paries pas Oui, contre Josh Allen oui, généralement. oui. Mais je veux dire, les deux calendriers, que ce soit le calendrier des Bills ou le calendrier des Pats, il n'est pas si facile que ça. Il y a toujours aussi le problème des blessures qui peuvent arriver. Vous avez, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une défense voilà, qui a beaucoup à prouver. Donc, je sais pas, moi, je pense que ça se joue au coin flip, mais c'est pas. Je mettrais quand même les Patriots par rapport à l'intersaison qu'ils font et les renforcements qu'ils font, plus l'année 2, parce qu'il y a aussi la continuité qui est hyper importante donc dans le système défensif ou même dans le système offensif, qui est hyper importante, alors que vous avez aussi en attaque non, parce que c'est Joe Brady, mais vous avez un nouveau coach défensif avec du coup un nouveau schéma et de nouvelles tendances. Et c'est très compliqué aussi, surtout en début de saison, ça peut être très compliqué à mettre en place. Donc, je mettrais quand même les Patriots, mais ça va pas jouer à beaucoup. Mais du coup, c'est Ok. l'année 2 de Vrabel avec Russini ou avec sa femme? Faut pas en parler de ça. On n'a pas le droit. Vous avez vu comme Pat McAfee, il n'a pas le droit d'en parler sur ESPN. Bah, c'est pareil. Au Foot US Media, on n'a pas le droit de parler de D'accord, Russini. c'est 55-45 dans un sens ou dans l'autre, comme tu préfères. J'ai pas vu exactement le calendrier des Pats, qui je crois est un tout petit peu plus simple que le nôtre quand tu croises les premiers, deuxième, troisième, enfin les premiers de différentes de div. Genre en gros, nous on joue les Texans, ils jouent les Jags, on joue les Ravens, ils jouent les Steelers. Tu vois, c'est peut-être ces petites différences par rapport à ça, où je pense que du coup ils sont peut-être un poil favoris, genre 51-49, quelque chose comme ça, tu vois. Ok, et ben écoutez les gars, moi j'ai une dernière question pour vous. Alors en un mot pour les fans des Bills qui vont peut-être écouter cet épisode-là, juste la réponse. Votre cornerback 2, j'arrive pas à savoir en ce moment, c'est qui, plutôt Hairston ou plutôt votre rookie? C'est le duel au camp, mais c'est Hairston qui a commencé le Normal. training camp en tant que cornerback 2. Ok, normal, ouais, ça marche. Et du coup, la question pour terminer cet épisode de preview des Bills que je vais vous posais à tous les deux, c'est si tu étais le general manager des Buffalo Bills,
quelle décision prendrais-tu aujourd'hui? Moi, je vous l'annonce tout de suite. J'irai signer un linebacker vétéran. Il y en a encore de disponibles sur le marché. Un Jermaine Pratt, par exemple. Je ne sais pas. Un Shaq Thompson, ce serait une bonne idée, à la limite, puisqu'il connaît la maison. Donc, voilà ce que je ferais si j'étais le GM des Bills. Tiens, on va demander à Pierre rapidement. Dis-nous, qu'est-ce que tu ferais? Pour être dans les news, si j'étais GM, je traderais pour Vita VA. Ouh, ouais, ça va coûter un peu cher, mais c'est une bonne idée, ouais. Parce qu'il faut le payer derrière, mais. Ouais, je sais pas. Il a 31 ans, il a eu quelques soucis de blessure. Je pense que dans tous les cas, il a son contrat au moins un deuxième tour, mais je sais pas si ça coûterait si cher que ça. Tu mets un 2, un 5 et peut-être un swap de joueurs. Effectivement, derrière, il faut le payer. Mais ouais, pour moi, ils n'auront pas le first qu'ils espèrent, les Bucks, là-dessus sur Vita VA. C'est pas possible. Non, mais jamais. Quelqu'un va Non, mais de toute surpayer. façon, ils te demandent toujours au-dessus. Ah, mais c'est un joli nom qui est lancé. Nat, si tu étais le GM. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Pierre. Moi, cette D-line, je pense qu'elle est encore un peu jeune. Et si tu rajoutes un talent comme Vita VA, ça peut vraiment changer la dynamique totale de ta défense. Mais vraiment. Donc, ouais, je pense que je partirais sur Vita VA. Et je pense que c'est possible, hein, de ce que j'ai pu lire. VA disait que c'était les négociations de contrat, là, je pense que c'était fini avec les Bucks. À voir, hein, ça peut toujours changer jusqu'au dernier moment. Mais qui voyait un trade arriver. Donc, je pense que en plus, c'est réaliste. Donc, à voir. C'est réaliste, mais je sais pas pourquoi. Je vois pas un Polynésien d'origine qui a fait sa carrière en Floride se dire je vais aller déménager ma vie à Buffalo. Mais après, je peux me tromper, hein, mais je sais pas si ça joue. Après, là, je pense que c'est pour jouer pour Allen, c'est pas mal, tu vois. Je pense que là, bien sûr, pour un titre, il appellera Starlo Tulele qui a fait 3-4 saisons chez nous récemment, comme auquel je pense pas. Non, c'est sûr, il y en a, c'est sûr. Écoutez les gars, c'était un super épisode, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un dernier mot que vous aimeriez ajouter ou est-ce que vous trouvez qu'on a été plutôt complet? Go Bills. Go Bills. Nat. On est d'accord, Nat, pour ceux qui nous écoutent, a fait 1 pouce vers le bas. Moi, je ferai comme Jaden Hicks, 2 pouces vers le bas. Pour les Bills. Je te l'aurais fait dire quand même, hein. On notera pour la postérité, tu l'as dit quand même. Ah ouais, ils vont couper ça, ils vont garder ça. Là, ça y est, je vais me faire virer de Chief France. Pierre, on te retrouve avec le podcast Big Baller Bills, disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast, j'imagine, de streaming. Tout à fait, un peu Spotify, Apple Podcast, tout ça, classique. Voilà, et sur X, j'imagine que tu tweets un peu aussi pendant le training camp c'est ça, Bills_France, on partage les signatures, on partage quelques belles actions, des réflexions, un peu tout ça. On vit le training camp. Ok, super. Et puis Nat, on te retrouve aussi avec le Foot US Media toute l'année. J'imagine que tu feras partie des meilleures émissions à débat de cette année. Oui, bien évidemment, je serai là. C'était super les gars, merci pour cet épisode. Et puis à bientôt. Bonne saison aux Bills, mais pas trop bonne quand même. Et puis, pas une très bonne saison pour les Pats non plus à toi, Nat, puisque moi, je reste fan des Chiefs. Go Chiefs! Allez, salut et à la prochaine. Salut. Ciao, Bills. Ciao.